Dans cette formation VBA Access, nous proposons de réaliser l'exportation après nettoyage des données en vue d'une exploitation par un logiciel tiers comme Excel. Cette base de données des idées de sortie offre des miniatures d'images qui sont référencées dans un champ qui se nomme Société Photo 1 et toutes ces images sont archivées dans un sous-dossier de l'application qui se nomme lui-même Images comme vous le constatez. Mais toutes n'existent pas, certains enregistrements sont donc orphelins. En parcourant le sous-dossier des miniatures, nous devons donc tester leur existence. Si elle n'est pas présente, l'enregistrement correspondant doit être supprimé. Ça veut dire purgé de la base de données. De la même façon, vous remarquez qu'un champ qui se nomme Société descriptif est prévu pour une restitution HTML, c'est-à-dire pour une page web avec des balises HTML. Nous devons donc mettre en œuvre les expressions régulières que nous avions abordées en VBA Excel afin de purger le champ pour chacun de ces enregistrements avant d'exporter les données au format CSV universel pour une exploitation comme par VBA Excel par exemple. Je vous propose pour commencer, puisqu'ici il n'est pas question de créer un formulaire, eh bien de commencer par intégrer un nouveau module de code depuis le ruban créé, à partir duquel nous allons pouvoir créer nos procédures. Dans le ruban créé donc, nous cliquons tout à fait à droite sur le bouton module, si bien que nous basculons dans l'éditeur de code VBA Access, dans lequel nous allons tout de suite créer notre première procédure que nous allons appeler arbitrairement, par exemple, nettoyer, exporter, et dans laquelle l'objectif, bien entendu, va être de pouvoir supprimer tous les enregistrements dans un premier temps pour lesquels l'image correspondante n'est pas archivée dans le sous-dossier image. Cela signifie que nous devons déclarer des objets permettant de parcourir, de manipuler les enregistrements de la base de données, mais aussi de parcourir les fichiers d'un sous-dossier. C'est la raison pour laquelle nous commençons notre déclaration avec une variable que nous nommons par exemple ligne et que nous typons comme un record set, c'est-à-dire un objet qui va être capable de manipuler les enregistrements restitués par une requête appliquée sur la base de données. Et bien sûr, pour pouvoir exécuter une requête sur une base de données, faut-il encore pouvoir pointer sur la base de données en question. C'est la raison pour laquelle nous déclarons un objet base comme un database. Je vous rappelle que ces déclarations sont possibles car dans les références, nous avons ajouté la référence à la librairie Microsoft ActiveX Data Object, ce qui signifie que nous pouvons hériter des propriétés et méthodes en instantiant ces classes pour pouvoir manipuler ces objets de base de données. Nous avons donc besoin, comme je vous le disais, de variables qui vont nous permettre aussi de manipuler les fichiers et dossiers présents sur le disque. Donc, nous déclarons dans un premier temps une variable non dossier que nous typons comme un string car son objectif sera de mémoriser le chemin d'accès complet afin de pouvoir reconstituer le chemin de chaque fichier image notamment. Nous allons du coup déclarer dans la foulée une variable que nous nommons non-fichier qui sera le résultat de cette reconstruction, de cette concaténation. Et puis nous avons besoin de déclarer les variables qui permettront de mémoriser toutes les informations de champ pour chacun des enregistrements afin de pouvoir répliquer leurs informations dans l'exportation au format CSV. L'idée pour le champ ID, c'est-à-dire celui de la clé primaire de la table parent, et dans la foulée, nous allons déclarer les autres variables nécessaires, comme par exemple une variable que nous nommons desk, que nous typons là aussi comme un string. Son objectif sera de mémoriser le descriptif de chacun des enregistrements après la routine qui aura permis de le purger de ses balises HTML. Société descriptif, donc le société ID étant celui de la clé primaire, c'est-à-dire le tout premier champ. Et puis, dans la foulée, nous allons maintenant déclarer une dernière variable que nous allons nommer ligne export, qui porte bien son nom, qui permettra, ligne à ligne, reconstruite au fur et à mesure que les enregistrements de la base de données sont parcourus, de les écrire à la suite dans le fichier d'exportation au format CSV. Il s'agit maintenant
effectivement de pouvoir affecter les variables que nous avons déclarées, celles pour lesquelles c'est possible. Nous commençons donc par notre variable nom-dossier. L'objectif est de pouvoir pointer sur le sous-dossier image de l'application, car je vous rappelle que dans les fichiers résultant de la décompression suite au téléchargement depuis le site bombache.fr, vous obtiendrez bien le fichier de la base de données, Access, accompagné de son sous-dossier image dans lequel figurent toutes ces images que nous allons devoir parcourir pour tester leur existence. Donc, je vous le rappelle, car il s'agit de méthodes que nous avons exploitées à maintes reprises, VBA propose, VBA Access, un objet qui se nomme application et qui propose une méthode se nommant currentProject, une propriété, bien sûr, puisque la propriété permet de renseigner tout simplement sur le projet en cours. Propriété dérivée ou attribut si vous préférez, passe qui pour le projet en cours, permet de retourner le chemin d'accès au fichier de l'application auquel nous allons donc concaténer avec le et commercial et bien sûr entre double cotes le sous-dossier image qui va nous permettre de pointer précisément sur chacun des fichiers contenus par ce sous-dossier. N'oublions pas de rajouter le dernier anti-slash pour faciliter la concaténation à suivre. Et nous devons donc poursuivre ces affectations. Mais avant cela, j'y pense, un petit oubli de ma part, la déclaration d'une variable que nous allons nommer fichier et que nous allons typer comme un objet puisque, comme je vous le disais, l'objectif est de pouvoir parcourir l'ensemble des fichiers contenus dans ce sous-dossier sur lequel nous venons de pointer, chemin complet, que nous venons de mémoriser dans la variable nom-dossier. Pour poursuivre l'affectation, il s'agit d'initialiser nos objets permettant de manipuler notamment les éléments de base de données. Mot-clé set, comme toujours donc, qui va permettre d'affecter et d'initialiser notre objet base sur la base de données en cours avec l'exploitation précieuse de cet objet application associé à sa méthode cette fois-ci, currentDB, qui permet tout simplement de pointer sur la base de données en cours à ce stade. Grâce à cette méthode, notre objet base vient d'hériter par instantiation des propriétés méthodes permettant de manipuler les objets de la base de données en cours. Dans la foulée donc, nous pouvons initialiser notre objet ligne de la même façon, qui est un record set et dont l'objectif est donc de manipuler les enregistrements restitués par la requête qui est exécutée sur la base de données. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à la méthode héritée de notre objet base OpenRecordSet, nous allons en paramètre tout simplement non pas désigner une requête cette fois-ci, mais la table, c'est-à-dire l'intégralité des enregistrements sur lesquels nous souhaitons travailler. Cette table se nomme ID sortie. Nous l'inscrivons bien entre double cotes. Il s'agit effectivement d'indiquer à cette méthode que l'élément que nous passons en paramètre est une table et non une requête, et donc comme l'indique l'aide en ligne, l'argument à renseigner s'appelle dbopenTable. Et comme nous ne souhaitons pas agir sur cette table, nous souhaitons seulement récupérer les informations des enregistrements, bien pour plus de sécurité, nous lui passons en dernier paramètre l'élément dbReadOnly, c'est-à-dire en lecture seule, ainsi nous ne risquerons pas par mégarde de, pouvoir endommager les enregistrements auxquels nous accédons. Nous venons de déclarer, d'affecter, d'initialiser nos objets de base de données. Nous allons faire de même en ce qui concerne notre objet qui va permettre de manipuler les fichiers présents sur le disque. Et souvenez-vous, la précieuse fonction VBA qui se nomme createObject, selon le paramètre qui lui est passé, permet d'instancier des classes différentes pour des destins différents. Et en l'occurrence ici, le paramètre que nous devons lui passer scrupuleusement se nomme scripting file system object. Et ce paramètre va tout simplement permettre d'instancier la classe permettant à l'objet fichier d'hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler les dossiers et les fichiers du disque. À l'issue, comme je vous le disais, le principe, l'objectif sera, une fois que notre base de données, notre table
sera nettoyé, eh bien, d'exporter les enregistrements résultants. Donc je vous rappelle pour confirmation que notre table à laquelle nous accédons se nomme bien ID sortie, c'est bien l'élément que nous avons renseigné en premier argument de la méthode OpenRecordSet. Et donc pour pouvoir exporter ces enregistrements au format CSV, faut-il encore que notre fichier de type texte soit présent, existe à la racine de notre application? Eh bien grâce à notre mot-clé, ou plutôt notre instruction open, nous allons le créer en exploitant de nouveau notre objet application associé à sa propriété currentProject. L'objectif, une fois encore, est de pouvoir pointer sur le dossier de l'application en cours, auquel nous allons concaténer, et bien tout simplement à la volée, le nom du fichier texte tel que nous allons le créer, s'il n'existe pas, et s'il existe, et bien nous souhaitons l'écraser. Et souvenez-vous, la méthode que nous avons exploitée aussi bien en VBA Excel qu'en VBA Access est la méthode forOutput, c'est-à-dire en écriture. As-1, eh bien c'est tout simplement le principe qui consiste à définir une allocation mémoire, car tous les accès séquentiels s'effectuent en mémoire. C'est seulement à la fermeture du fichier, que nous allons fermer d'ailleurs tout de suite, eh bien que nous allons écrire directement sur le disque dur. Donc, cette méthode forOutput permet d'écrire dans le fichier texte et d'écraser les informations si elles existent déjà. Lorsque nous allons initialiser la boucle qui parcourt l'ensemble des enregistrements et l'ensemble des fichiers, il s'agira non plus d'écraser, mais d'ajouter à la suite dans ce fichier qui désormais existe. Nous allons maintenant exploiter notre objet ligne qui permet de manipuler les enregistrements, et nous allons poser un petit test, un petit garde-fou, de manière à compter si effectivement le nombre d'enregistrements restitués par cette requête, ou plutôt par cette sélection des enregistrements de la table, eh bien ne retourne pas un nombre qui est égal à 0, auquel cas cela signifierait qu'il y a une erreur et que la suite du traitement ne doit pas être enclenchée, auquel cas then exit sub, ça veut dire que nous stoppons l'exécution de notre programme. Dans le cas contraire, souvenez-vous, notre objet recordSet propose une méthode qui se nomme moveFirst et qui, comme son nom l'indique, permet de placer le pointeur de lecture sur le premier des enregistrements restitués. Donc, à partir du moment où nous sommes sur le premier de ces enregistrements, nous pouvons commencer à réceptionner les informations de chacun des champs pour pouvoir les étudier. En l'occurrence, le premier élément que nous souhaitons étudier, c'est la miniature pour savoir si elle existe. Mais pour cela, nous devons les parcourir tous. Et là encore, nous l'avons vu à maintes reprises, nous allons donc initialiser une boucle do loop que nous allons tout de suite effectivement borner avec une instruction fort précieuse until ligne notre objet recordSet, et puis sa propriété EOF qui littéralement, souvenez-vous, comme je le dis à chaque fois, signifie end of file. En traduction littérale ici, tant que la fin des enregistrements n'est pas atteinte. Eh bien, nous continuons à boucler, nous continuons donc à exécuter les traitements qui seront définis entre les bornes de cette boucle. Il s'agit, dans un premier temps, effectivement, de pouvoir pointer, ou plutôt mémoriser, le nom du fichier correspondant à l'image. Eh bien, nous connaissons déjà le chemin d'accès complet au sous-dossier image, puisque nous l'avons mémorisé dans notre variable nom-dossier en tout début de notre code. Il s'agit de concaténer cette information avec celle qui est retournée par notre objet recordSet du fait que nous accédions aux enregistrements de la table ID sortie. Donc, ce dossier, ou plutôt ce chemin d'accès complet que nous concaténons en effet à un anti-slash, quoique finalement ici bien sûr nous n'en avons pas besoin, puisque nous l'avions déjà prévu en amont dans notre déclaration. Et donc ce nom de fichier va récupérer effectivement le chemin d'accès complet auquel nous allons concaténer, en effet, donc j'enlève cet anti-slash, et bien le nom de l'image qui devrait se situer dans ce sous-dossier. Et pour ce faire, souvenez-vous, notre objet recordSet propose une propriété fields qui littéralement permet d'accéder au champ de l'enregistrement. Faut-il encore définir de quel champ nous souhaitons
prélever l'information entre double cote, donc en paramètre. Ce champ, je vous le rappelle, se nomme société photo 1. Donc nous l'inscrivons en dur entre double cote, nous fermons bien la parenthèse, et pour prélever son contenu, c'est sa propriété value comme toujours. Pour le premier enregistrement, le deuxième, etc., etc., jusqu'au dernier, grâce à cette méthode until ligne.eof end of file. Donc, il s'agit, pour savoir de quel enregistrement nous traitons, de prélever l'identifiant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une information unique que nous allons mémoriser dans la variable l'id. Une fois encore, eh bien, tout simplement, nous allons prélever l'information de l'enregistrement de ce champ. L'erreur du fait que je clique ailleurs, puisque l'instruction n'est pas terminée, tout à fait normal, je vais aller copier et coller des instructions de code de manière à ne pas avoir à tout reproduire, et en l'occurrence toujours la propriété fields de notre objet ligne, mais auquel nous allons passer cette fois-ci entre double cote le nom du nouveau champ, c'est-à-dire société ID. La petite boîte de dialogue que vous voyez apparaître, c'est parce que j'ai la mauvaise habitude de vouloir toujours enregistrer, qu'en l'occurrence, pour l'instant, cette application n'a pas encore été enregistrée. Donc j'annule cette initialisation à chaque fois. Le principe ici est donc de savoir si pour ce fichier image, eh bien, nous avons effectivement en retour comme information une indication qui permet de définir si la photo est présente ou non dans le sous-dossier. Et pour ce faire, grâce à notre instantiation qui permet à notre objet fichier de manipuler les fichiers et les dossiers, eh bien nous avons tout un tas de propriétés et méthodes, comme par exemple file exist, qui renvoie une valeur booléenne à partir du moment où nous lui passons effectivement le bon paramètre, et ce paramètre n'est autre que le nom du fichier reconstruit juste précédemment. Le principe, comme je vous le disais, comme c'est un booléen, est de savoir si ce test est vrai ou faux. Est-ce que le fichier ainsi désigné existe bien? S'il existe bien, nous ne devons rien faire. Si en revanche il n'existe pas, égale false, donc notre fichier n'est pas présent, eh bien nous devons exécuter une requête SQL qui consistera à supprimer cet enregistrement pour purger la base de données. À ce stade, il est intéressant d'ailleurs de constater que nous avons pour l'instant 558 enregistrements dans notre table. Pourtant, si vous consultez votre sous-dossier images, eh bien vous remarquez qu'il n'y a que 273 images. Donc vraisemblablement, il y a environ 300 enregistrements en trop dans cette table qui, à l'issue, doivent disparaître puisqu'ils sont orphelins. Pour exécuter une requête SQL, action, en l'occurrence de suppression ici, eh bien, faut-il encore écrire sa syntaxe entre double cote? Et souvenez-vous, c'est bien le mot-clé delete qui permet de supprimer. Supprimer à partir de quelle table, même s'il n'y en a qu'une dans cette petite base de données, faut-il encore la désigner? C'est ainsi dans la syntaxe SQL, elle se nomme ID sortie, et le principe est effectivement de pouvoir supprimer l'enregistrement dans cette table qui correspond à cette image qui n'a pas été trouvée, repérée par l'identifiant que nous avons prélevé dans la foulée. Donc c'est une clause where que nous devons écrire pour lequel eh bien, le champ société ID est égal à l'identifiant que nous avons prélevé juste au-dessus, que nous concaténons donc avec la variable l'id. Bien sûr, nous venons d'écrire la syntaxe de notre requête, et dans la foulée, comme là encore nous l'avons vu à maintes reprises pour exécuter une requête action, rien de plus simple, méthode exécute de notre objet base de données, et nous lui passons en paramètre la syntaxe SQL de la requête à exécuter, qui est mémorisée sous le nom de variable requête. À ce stade, nous pourrions tenter de réaliser un petit débogage pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur décelée. Et donc, nous venons de traiter le cas où effectivement le fichier image n'a pas été trouvé, mais nous devons bien sûr traiter le cas contraire, else. Le cas contraire signifie que l'image étant présente, eh bien, nous devons commencer par purger les balises HTML de notre champ description, société descriptif, et puis nous devons ensuite concaténer l'ensemble de ces informations dans un fichier d'exportation, celui que nous avons créé avec la méthode forOutput juste avant l'initialisation de cette boucle. Nous commençons donc par prélever
directement dans notre variable desc l'information qui est mémorisée dans ce champ. Il s'agit toujours des mêmes méthodes à répliquer, mais à adapter. Il s'agit donc de l'affecter au retour fourni par la propriété fields de notre objet recordSet qui va permettre de pointer cette fois-ci sur le champ qui se nomme société descriptif. C'est celui effectivement qui permet de décrire l'idée de sortie, l'enregistrement, le nom de la société, propriété value bien sûr pour accéder à son contenu, et donc que nous mémorisons dans notre variable desc afin de pouvoir la retravailler et donc de la purger de ces balises. Mais pour ce faire, bien entendu, nous devons appeler une procédure qui n'existe pas encore, que nous allons créer, et que nous allons nommer, par exemple, purger balise. Son rôle va être effectivement par le jeu des expressions régulières que nous avons abordé en VBA Excel, de supprimer toutes les balises HTML, je vous rappelle qu'ils commencent par un symbole inférieur nécessairement, c'est-à-dire qu'elles sont reconnaissables dans leur signature, ce fameux symbole inférieur, et se terminent nécessairement par un symbole supérieur. Nous ne savons pas ce qu'il y a entre, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle fixe pour dire que nous souhaitons remplacer une occurrence par une autre, mais il y a une signature, le début et la fin. C'est ce que vont nous permettre de réaliser les expressions régulières, et c'est la raison pour laquelle donc nous appelons une procédure que nous n'avons pas encore créée et que nous nommons tout simplement purger balise. Il s'agit dans la foulée, avant de poursuivre l'exécution de notre code, donc de la créer, sinon nous allons générer tout simplement une erreur d'exécution. Il s'agit non pas d'une procédure, autant pour moi, mais d'une fonction, car l'objectif d'une fonction, comme vous le savez, est de réaliser un traitement et de retourner le résultat de ce traitement, et c'est la raison pour laquelle ici nous l'avons affecté ce résultat à notre variable desc. Cette fonction doit attendre la chaîne à traiter, donc nous la déclarons dans sa signature, dans ses parenthèses, et cette fonction traite une chaîne de caractères et retourne une chaîne de caractères purgée. Donc, c'est une fonction de type string. Il s'agit de bien la typer, bien entendu. Pour pouvoir manipuler les objets d'expression régulière, nous devons commencer, bien sûr, par les déclarer. Nous allons donc déclarer un objet que nous nommons expreg pour expression régulière et que nous allons bien sûr typer comme une variable de type object. Et dans la foulée, je vous le rappelle, nous l'avions vu en VBA Excel donc, nous allons déclarer une variable que nous nommons motif, que nous déclarons elle aussi comme une variable de type object, car le motif, c'est tout simplement ce dont je viens de vous parler, cette signature particulière qui va permettre d'indiquer aux expressions régulières quelle est la forme des occurrences à remplacer par un autre type d'occurrence. C'est un motif. Mais avant cela, nous allons prendre soin de remplacer dans notre chaîne, qui est ainsi passée en paramètres, certaines occurrences que nous ne souhaitons pas retravailler par les expressions régulières. Il s'agit des sauts de ligne notamment. Je vous rappelle que la fonction VBA replace permet de remplacer dans une expression passée en premier paramètre, c'est-à-dire la variable chaîne elle-même, une occurrence par une autre. Et en l'occurrence, ici, les balises, BR, permettent de réaliser en HTML un saut de ligne. Nous souhaitons simplement les remplacer par un tiret, car nous allons restituer une certaine cassure dans l'énumération des descriptifs qui parfois peuvent s'avérer relativement longs. Et puis, nous allons continuer quelques petits remplacement usuel. Il peut s'agir, cette balise peut se trouver sous plusieurs formes, d'une balise BR écrite sans ce slash de fermeture ou avec. C'est ainsi, il y a deux formes possibles selon l'écriture automatisée ou non des balises HTML dans une page web. Il y a aussi une autre balise fermante que nous souhaitons remplacer à la volée, c'est la balise des paragraphes qui elle aussi va réaliser un saut de ligne, ou plutôt un saut de paragraphe, en tout cas une nouvelle ligne. Et le dernier remplacement, on va dire automatisé, et qui n'a rien à voir à ce stade avec les expressions régulières, consistera
à remplacer ce caractère spécial ENBSP point virgule qui matérialise un espace, et bien tout simplement non plus par le code qui ne peut être retranscrit que par une page HTML, et bien par un espace, puisque l'objectif sera de l'exploiter par d'autres logiciels comme Excel en VBA notamment pour importer ces données afin de pouvoir traiter et manipuler les images. Il s'agit du coup de pouvoir initialiser nos variables objets en commençant par expreg, c'est-à-dire notre variable qui va permettre d'hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler les objets d'expression régulière. Toujours notre fonction createObject à laquelle nous devons passer le bon argument, et en l'occurrence ici, il s'agit de VBScript à écrire scrupuleusement bien entendu, car s'il y a une faute de frappe, notre classe ne sera pas instanciée, .regexp, tout simplement pour hériter des propriétés et méthodes, donc pour manipuler ces fameuses expressions régulières. Il s'agit ensuite de construire ce motif, et désormais c'est possible, notre objet s'appelle donc expreg, il profite désormais d'une propriété qui se nomme pattern, littéralement pour motif, que nous allons affecter entre double cotes à la signature dont je vous parlais, qui va permettre de déceler la présence de chacune des balises. Dans une expression régulière, lorsque nous savons que une chaîne commence nécessairement par un certain caractère, une certaine forme, nous la passons entre parenthèses pour lui dire à cette expression régulière, voilà, il va falloir que tu trouves nécessairement en introduction ce symbole inférieur. Et puis, après ce symbole inférieur, malheureusement, on ne sait pas trop comment c'est construit. Il peut s'agir de chiffres de 0 à 9, 0-9, ou bien de lettres de l'alphabet allant de A à Z, A-Z, mais ces lettres peuvent aussi se trouver en majuscule, grand A, grand Z. Il peut y avoir aussi des underscores à cause des URL des pages web, mais il peut aussi y avoir des espaces, donc nous tapons l'espace. Et tous les caractères finalement susceptibles d'être présents à l'intérieur de ces symboles ouvrants et fermants, nous devons les indiquer, même si il y a un caractère littéral qui permettrait de les remplacer tous. Ici, l'objectif est de bien comprendre ce que nous inscrivons pour pouvoir le maîtriser. Il peut y avoir aussi le tilde, il peut y avoir aussi les dièses que nous avons utilisés comme des caractères d'échappement pour des raisons d'inscription dans la base de données, de l'anti-slash, du slash, mais encore du point, du deux points, du point-virgule, ainsi que de l'apostrophe, je vais terminer l'énumération bien entendu, du symbole égal ou encore du symbole moins. Bref, ça c'est pour indiquer à l'expression régulière qu'après le symbole inférieur, on peut trouver pratiquement tout et n'importe quoi. Nous fermons donc notre crochet. Il s'agit de lui dire que nous ne savons pas non plus quel sera leur nombre, c'est-à-dire que ces termes que nous ne connaissons pas peuvent se répéter un nombre de fois indéfini. C'est la raison pour laquelle nous tapons une étoile, c'est ainsi que le comprennent les expressions régulières. Et puis, pour terminer, entre parenthèses, nous allons lui indiquer que notre occurrence se terminera nécessairement par le symbole supérieur que nous passons pour les mêmes raisons que précédemment, entre parenthèses. Il s'agit tout simplement de pouvoir tester ce motif sur cette chaîne, et c'est la raison pour laquelle il est temps d'initialiser notre variable motif que nous avions déclaré à cet effet, cet motif, donc que nous allons pouvoir initialiser grâce à notre objet expreg qui lui a déjà instancié la classe et qui propose désormais la méthode execute qui, comme son nom l'indique, permet d'exécuter un motif à rechercher sur une chaîne de caractères. Quelle est-elle? Nous lui passons en paramètre afin de savoir si elle est trouvée. Et pour savoir si elle est trouvée et pour toutes les compter, nous devons enclencher une boucle while qui permettra de réaliser un traitement de remplacement tant que des occurrences possédant cette signature seront trouvées. Et pour ce faire, donc notre objet motif désormais propose une propriété qui se nomme count, vous l'avez comprise, qui permet de renseigner sur le nombre d'occurrences encore présentes. Si cette valeur retournée est supérieure à 0, cela signifie que tout simplement notre traitement n'est pas encore terminé. Nous bornons notre boucle while car il va s'agir tout simplement de réaliser
ces remplacements, qui consistent à purger ce champ des balises HTML autant de fois que les expressions sont trouvées. Notre objet expreg, donc, associé cette fois-ci non plus à la fonction, il s'agit d'une méthode replace qui permet d'aller remplacer tout simplement ce motif dans la chaîne en question par une autre occurrence, et comme je vous le disais, l'objectif ici est de pouvoir purger ces balises. Eh bien, double quote, ça veut dire que nous les supprimons, nous les effaçons. Et bien entendu, pour que notre boucle ne soit pas infinie et que ainsi tous les motifs trouvés puissent être traités, nous allons réinitialiser notre variable motif à l'intérieur même de la boucle de manière à ce qu'il puisse de nouveau recompter le nombre d'occurrences présentes après cet effacement, cette suppression que nous venons de réaliser pour que eh bien, l'ensemble des balises HTML soient ainsi traitées. À l'issue, c'est-à-dire en dehors de la boucle, eh bien, nous sommes censés avoir purgé toutes ces balises, donc nous allons retourner cette information de traitement, puisque je vous rappelle, nous avons appelé dans notre première procédure nettoyer-exporter cette fonction afin de retourner l'information du champ société descriptif ainsi nettoyé. En VBA, le traitement d'une fonction est retourné non pas par l'instruction return, mais par le nom de la fonction elle-même, purger balise, que nous affectons à la variable chaîne qui, à ce stade, est censée avoir été purgée de toutes ces balises HTML. Donc, si nous retournons dans notre première procédure là où nous l'avions laissé, à ce stade, maintenant que notre fonction purger balise a fait son œuvre, nous devrions avoir réceptionné le champ société descriptif, dans le cas, je vous rappelle, où l'image existe, else, purgé de ces balises HTML, donc nous devons le mettre à jour dans la table de la base de données. En d'autres termes, nous devons exécuter une requête SQL dont nous allons écrire la syntaxe entre les bornes, entre les doubles cotes. Il s'agit d'une requête action, certes, mais il ne s'agit plus d'une requête delete, mais d'une requête update. Il s'agit de mettre à jour, update, notre table ID sortie. Jusque-là, nous sommes d'accord, mais pas tous les champs. Donc, nous exploitons le mot-clé set pour définir, en l'occurrence, le champ que nous souhaitons mettre à jour, cette société descriptive. C'est lui que nous souhaitons, eh bien, corriger de toutes ces balises HTML maintenant que nous avons l'information. Attention, il s'agit d'un champ de type texte, donc nous rajoutons ici une simple cote avant la double cote, c'est-à-dire la touche 4 du clavier, avant de pouvoir réaliser la concaténation, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser l'affectation à partir d'une variable. Cette variable se nomme desk, c'est elle qui a réceptionné cette chaîne de caractères purgés. Désormais, nous pouvons donc, après avoir reconcaténé, eh bien, reprendre notre instruction statique de notre requête SQL, double cote, et comme je vous le disais, comme cette valeur est un texte, elle est comprise elle-même entre cotes, donc nous réinscrivons une simple cote, touche 4 du clavier, double cote, simple cote, et comme nous ne souhaitons bien entendu pas mettre à jour ce champ pour tous les enregistrements, nous devons ici réaliser une clause where pour indiquer quel est l'enregistrement concerné par cette mise à jour. Et bien tout simplement, pour lequel l'identifiant repéré par le champ société ID est égal à l'identifiant que nous avons prélevé pour l'enregistrement en cours de traitement et mémorisé dans la variable l'id. Comme ici il s'agit d'un champ numérique, il n'y a pas de simple cote, donc nous pouvons briser notre instruction statique, concaténer avec le et commercial, et puis eh bien, réaliser l'affectation directement avec notre variable qui se nomme l'id. Comme précédemment, bien sûr, cette requête est une requête action. Pour l'exécuter, nous devons employer notre méthode exécute de notre objet base et lui passer en paramètre le nom de la variable qui a mémorisé la syntaxe SQL. Désormais, donc, nous sommes censés avoir eh bien tout simplement supprimer tous les enregistrements pour lesquels il n'y a pas d'image correspondante, et puis nous sommes censés avoir purgé tous les champs, tous les enregistrements pour le champ société descriptive des balises HTML pour lesquels il y a bien une image. Donc nous avons tous les éléments en main désormais pour pouvoir réaliser une exportation afin que d'autres logiciels puissent profiter de ces données purgées, nettoyées et donc directement exploitables. C'est maintenant
que nous allons exploiter notre variable ligne export, dans laquelle nous allons tout simplement concaténer l'ensemble des informations à restituer au format CSV. Comme il s'agit d'un format CSV, je vous le rappelle, chacun des champs, des variables de champ, chacune donc, doivent être séparées par un caractère remarquable. Nous choisissons ici arbitrairement la barre verticale, donc que nous concaténons à chaque fois avec un autre bout de chaîne. Après l'identifiant, eh bien, nous souhaitons concaténer notre information sur le nom de la société, repérée par le champ qui se nomme société nom. Alors pour plus de confort, je vais prélever des bouts d'instructions qui ont déjà été conçus. Ici donc, c'est notre propriété fields de notre objet ligne qui permet d'accéder directement au champ ainsi désigné, société nom comme je vous le disais, point value, que nous concaténons lui-même pour le séparer de l'information à suivre, eh bien, d'une barre verticale. Et pour plus de confort, nous allons poursuivre cette concaténation sur plusieurs lignes. Il s'agit de notre variable ligne export qui est égale donc à elle-même, c'est-à-dire ce que nous venons de concaténer juste au-dessus et que nous allons concaténer avec encore d'autres informations. Il s'agit maintenant de récupérer l'information qui est située dans le champ société activité. Donc après, eh bien, il s'agit tout simplement de répliquer exactement les mêmes techniques en adaptant les noms de champs ainsi pointés, que nous séparons là encore eh bien, d'une barre verticale. Alors attention de ne pas se tromper, bien sûr, puisque là, en même temps que je ne regardais pas, comme j'étais en majuscule, eh bien, ce sont d'autres caractères spéciaux qui s'étaient inscrits, que nous concaténons elle-même eh bien, à la suite des informations à tout simplement restituer dans ce fichier de type texte. Il y a après le champ activité, le champ département. Nous irons le confirmer ensuite en visualisant notre table de base de données que nous concaténons comme toujours à une barre verticale, donc entre double cotes. Et il reste enfin les informations sur la ville et puis sur le descriptif et la photo. Donc nous reprenons exactement notre ligne située juste au-dessus, que nous allons copier et coller pour plus de confort et de rapidité, c'est-à-dire que nous la concaténons à elle-même, les informations ainsi consolidées juste au-dessus, pour pouvoir ajouter l'information issue du champ société-ville, que nous souhaitons concaténer ensuite après une barre verticale comme toujours à notre variable desk, qui, comme je vous le rappelle, eh bien, a mémorisé l'information purgée de ces balises HTML du champ permettant la description de chacun des enregistrements que nous concaténons ensuite à l'information sur l'image qui est repérée par le champ qui se nomme Société Photo 1. Comme nous n'avons plus d'informations ensuite à concaténer, à restituer à la fin de cette chaîne, il n'est pas nécessaire d'ajouter une énième barre verticale de séparation, puisqu'en l'occurrence, il n'y a plus rien à séparer. Maintenant que pour l'enregistrement en cours de traitement dans cette boucle, eh bien, nous avons concaténer vraisemblablement toutes les informations de champ que nous souhaitions restituer, nous devons tour à tour ajouter cette ligne dans notre fichier qui se nomme exportation, mais auquel nous allons accéder certes en écriture, mais pas avec la méthode forOutput, car sinon nous écraserions les informations précédentes. Donc, nous répliquons notre code, bien sûr, par copier et coller pour accéder à ce même fichier, pas en tant que écriture avec écrasement, mais for append. C'est une méthode d'écriture qui permet tout simplement d'accéder en plaçant le pointeur après le dernier élément du fichier, donc pour pouvoir écrire à la suite en consolidant les informations as-1 afin de lui attribuer un adressage mémoire à partir duquel nous allons tout simplement pouvoir écrire ces informations car elles s'écrivent en mémoire grâce à l'instruction print. Là encore, nous l'avons vu à maintes reprises, print que nous faisons suivre de ce numéro d'allocation mémoire pour pouvoir lui indiquer à quel endroit dans la mémoire nous écrivons. Et nous écrivons quoi, virgule? Nous écrivons ce qui est mémorisé, consolidé dans la variable ligne export. Suite à quoi, clause dièse 1, eh bien, nous fermons effectivement notre fichier texte qui a pour effet d'écrire en dur ces informations de la mémoire vers le disque dur. Chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes en train de parcourir tous les enregistrements de la table,
par une boucle do loop. Nous avons testé la présence ou non de l'image. Si elle n'est pas présente, nous supprimons l'enregistrement. Si elle est présente, nous récupérons toutes les informations de champ que nous consolidons et au passage, par appel d'une fonction purgée que nous avons conçue, eh bien, nous avons nettoyé toutes les balises HTML du champ société descriptif. Mais pour pouvoir passer à l'enregistrement suivant, nous devons exploiter bien sûr la méthode MoveNext de notre objet recordSet, car sinon, eh bien, nous resterions bloqués sur l'enregistrement en cours dans une boucle infinie, ce qui signifie que notre code ne serait pas du tout fonctionnel. En dehors de la boucle, et comme toujours, il s'agit, puisque nous avons terminé d'exploiter nos variables objets, eh bien, de fermer les connexions afin de libérer les ressources, méthode close pour notre objet ligne, c'est-à-dire recordSet, et de même méthode close pour notre objet base. Et ensuite, pour pouvoir les décharger de la mémoire, comme nous le faisons désormais à chaque fois, eh bien, nous allons les réaffecter à nothing, mot-clé qui permet tout simplement de les détruire. Nous allons faire cela pour notre objet ligne et nous allons faire cela pour notre objet base. Il convient désormais de pouvoir tester l'exécution de notre code. Si à ce stade, eh bien, nous ne sommes pas trompés, nous allons faire une petite vérification. À la racine de notre base de données, il n'y a que notre base de données actuellement ouverte. Et dans notre table, eh bien, vous constatez la présence des champs que nous avons énumérés pour la concaténation, ID, nom, activité, département, ville, photo 1, descriptif. Nous allons fermer cette table, nous allons revenir dans notre code et nous allons tenter effectivement, en enfonçant la touche F5 du clavier, de l'exécuter. Il y a une petite erreur, sans doute pas très grave à ce stade, que nous allons tout de suite corriger si possible. Et comme vous le constatez, forcément, à force de vouloir aller trop vite, nous décelons bien la présence instantanément de l'erreur ainsi engendrée. Nous ne pouvons pas pointer sur notre fichier ainsi désigné pour la bonne et simple raison que notre propriété current project permet de définir le projet en cours. Mais faut-il encore bien, accéder grâce à sa propriété, à son dossier, le dossier de l'application, et c'est bien entendu la propriété path que j'ai omise et qu'il faut bien entendu ajouter afin de reconstituer le chemin d'accès complet. Et donc, si je l'ai omise ici, je m'aperçois, vous constatez ici, que je l'ai omise aussi dans le deuxième accès en mode append afin d'ajouter les instructions à la suite. Donc, c'est des petites coquilles qui sont tout à fait naturelles lorsque on code et on commente à la fois. Il faut beaucoup de rigueur pour n'oublier aucune propriété est énumérée dans l'enchaînement, et désormais tout devrait bien aller. Alors, je m'aperçois ici aussi qu'il y a peut-être une petite erreur dans le champ société photo. Il n'y a pas de S. Il faut tout simplement, en général, les copier et les coller ces noms de champ. Bon, bref, comme je vous le disais, nous devrions avoir corrigé ces coquilles à ce stade. La touche F5 du clavier, donc, pour exécuter le code. Vous remarquez que c'est allé vraisemblablement très vite. Qu'en est-il si nous allons consulter les résultats dans notre table qui faisait 578 enregistrements, je crois, constatez que désormais il n'y en a plus que 271, alors que nous avions, je crois, 273 images, ce qui semble correspondre à 2 unités près. La raison est simple, c'est qu'il y a tout simplement 2 images supplémentaires vraisemblablement qui n'avaient pas d'enregistrement correspondant dans la table de la base de données, donc tout est conforme. Nous avons purgé cette table de près de 300 enregistrements et constaté que, en ce qui concerne la description de chacune des activités, désormais, ce texte est lisible. Il n'est plus encadré par ces fameuses balises HTML qui ont été nettoyées par notre fonction grâce aux expressions régulières afin de les purger. Si nous accédons à notre dossier de l'application, vous notez la présence de notre fichier texte qui vraisemblablement a parfaitement exporté au format CSV l'ensemble des informations pour chacun des enregistrements séparés par un caractère remarquable, la barre verticale. Cela signifie que comme ce format est un format d'échange universel, et bien que nous pourrons l'exploiter pour n'importe quel traitement par le biais de n'importe quel autre logiciel tiers. Si nous voulions désormais parfaire notre application après être revenu dans notre code, eh bien, puisque nous avons supprimé un grand nombre d'enregistrements, il serait intéressant de pouvoir en même temps compacter cette base de données afin de pouvoir restituer une base dont le poids serait plus conforme au contenu qu'elle propose. Et pour ce faire, je vous propose de créer à la suite une procédure que nous allons
tout naturellement nommée compactée, et dans laquelle, très simplement, nous allons déclarer, pour commencer, les variables nécessaires au traitement en débutant par une variable que nous nommons non-BD. Elle va permettre tout simplement de désigner la base de données que nous souhaitons compacter. Mais par le code VBA, pour compacter une base de données, eh bien, d'ailleurs, vous notez que par les commandes access, c'est on va dire une procédure assez particulière, elle ne peut pas être ouverte. Access la ferme, la compacte et la rouvre. Et nous allons utiliser une autre astuce, puisque en l'occurrence, pour que notre code VBA s'exécute, il faut bien que notre base soit ouverte. Nous allons utiliser des noms intermédiaires, temporaires, de bases de données. C'est-à-dire que nous allons commencer par la copier, et une fois qu'elle sera copiée, eh bien nous allons compacter cette copie que nous allons ensuite renommer avec le nom même de notre base de données. Bref, pour pouvoir, encore une fois, exploiter ces fichiers présents sur le disque, nous avons besoin de déclarer une variable fichier en tant qu'objet, et comme nous l'avons fait précédemment, et tiens, pour ne pas commettre d'erreur, puisque nous l'avons constaté précédemment, elles sont vite arrivées lorsque, par étourderie, certaines omissions viennent se glisser, nous allons directement instancier la classe permettant de manipuler ces fichiers présents sur le disque. Et puis, il s'agit bien sûr de pouvoir, dans la foulée, affecter, initialiser nos variables en commençant par non-BD. Il s'agit de récupérer son chemin d'accès complet, comme toujours, notre objet VBA Access application, associé donc à sa méthode currentDB de manière à pouvoir pointer sur la base de données en cours, et grâce à sa propriété name dérivée, nous prélevons son nom concaténé à son chemin d'accès complet. Et puis, comme je vous le disais, nous souhaitons un nom de base de données temporaire qui va hériter du nom de la base de données en cours, auquel ce nom, nous allons ajouter une petite extension supplémentaire qui porte bien son nom, .tmp pour temporaire, de manière à pouvoir réaliser effectivement ce remplacement à des fins de compactage. Et donc, ce que nous pouvons ensuite réaliser, c'est tout simplement un petit remplacement dans le nom d'origine grâce à notre variable non fin qui a été déclarée à cet effet grâce à la fonction VBA replace. Ça signifie que le nom final que nous allons proposer sera le nom de la base de données en cours, mais que nous souhaitons, auquel nous souhaitons ajouter un petit suffixe optimisé pour bien comprendre effectivement que le compactage a fait son œuvre. Donc il s'agit par exemple du nom de la base de données qui est mémorisée sous la variable non TMP et pour laquelle ce chemin d'accès, nous souhaitons remplacer les occurrences finales. Il y a le point MDB, c'est une MDB ici, et non pas une ACCDB. D'ailleurs, vous pourriez le vérifier sur le disque si nous y revenions, comme vous le constatez. En tout cas, ça ne change absolument pas l'exécution du code. Il faudrait simplement adapter ici l'occurrence à remplacer, que nous allons remplacer par exemple l'ensemble de cette chaîne par le terme -optimise sans accent tant qu'à faire pour optimiser .mdb afin de bien restituer l'extension de notre base de données. Suite à cela, nous pouvons donc accéder à notre fichier de manière à pouvoir réaliser ce compactage. La première chose que nous allons faire est un test. Pourquoi ce test? C'est le test qui consiste à vérifier la présence de notre nom finalisé de notre base de données compactée. Si d'aventure c'était la deuxième exécution, ce fichier existerait déjà. Et pour pouvoir le créer, la méthode que nous allons utiliser ne permet pas de l'écraser. Donc nous allons d'abord le supprimer. Et pour ce faire, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous utilisons notre précieuse propriété booléenne fileExist qui permet de tester la présence d'un fichier dont le nom sous forme de variable lui est passé en paramètre. Est-ce que ce fichier est présent? Contrairement à précédemment, c'est lorsqu'il est présent bien sûr qu'il faut faire un traitement qui consiste, comme je vous le disais, à le supprimer avant de pouvoir compacter la base de données. Comme vous le savez, nous l'avons vu tout à l'heure, nous pouvons utiliser la méthode deleteFile. En fait, nous n'avons pas vu celle-ci, nous l'avons vu dans une autre formation qui, grâce à l'instanciation de la classe permet
de supprimer le fichier dont le nom lui est passé en paramètre non fin, c'est-à-dire le nom optimisé. Pour pouvoir compacter notre base de données, vous voyez que eh bien, ces objets permettant de manipuler les fichiers sur le disque sont très précieux. Nous allons exploiter notre méthode copyfile que nous avions déjà exploitée lors d'autres formations encore une fois, c'est-à-dire reconnue sous le nom de variable non-BD, que nous allons copier sous le nom qui est mémorisé sous la variable non TMP avec un trou pour pouvoir effectivement permettre l'écrasement cette fois-ci. C'est le compactage qui lui ne le permet pas. Et cette fois-ci, pour pouvoir compacter, eh bien VBA Access propose un objet de base de données, DB Engine, justement pour Engine Moteur, DB Database, moteur de base de données, une méthode qui se nomme Compact Database, on ne peut pas mieux dire, et qui va permettre de compacter une base de données, passer en premier paramètre, non TMP, sous un autre nom, ce fameux nom fin, puisque nous sommes censés avoir entre-temps supprimé la potentielle copie, devrait pouvoir se réaliser correctement. Suite à cela, le fichier temporaire que nous avons utilisé pour ce compactage, donc, puisque nous avions copié cette base de données, doit être supprimé pour garder un environnement propre avec la méthode deleteFile. Donc nous lui passons effectivement le nom de la variable, alors il ne faut pas se tromper bien sûr, dans l'écriture que nous souhaitons supprimer, et donc nous devrions ensuite pouvoir en effet tester ce code. Alors je m'aperçois ici que mon deleteFile ne s'est pas mis en majuscule, tout simplement parce que c'est une variable objet, il me faut l'écrire avec la bonne casse. C'est le piège avec VBA qui facilite effectivement l'écriture des propriétés et méthodes que nous employons, et donc voilà, c'est corrigé à la volée. Nous allons tout de même réaliser un petit débogage à ce stade pour nous assurer que tout est OK, et bien entendu, pour que notre procédure compactée puisse s'exécuter, faut-il encore qu'elle soit appelée, et pour qu'elle soit appelée, le mieux est de le faire une fois que le traitement de notre procédure de nettoyage est terminé, c'est-à-dire à la toute fin. Compacter, nous pouvons exécuter le code avec la touche F5 du clavier. Nous devrions constater les mêmes effets que précédemment si notre base de données n'avait pas déjà été nettoyée en amont, mais nous avions déjà fait ces vérifications en ce qui concerne les balises HTML et la correspondance avec les images. Qu'en est-il de notre base de données qui devrait être compactée à ce stade? Vous voyez que c'est sans appel. Notre base de données d'origine fait plus de 3 mégas, alors que celle qui est compactée une fois que tout le nettoyage et la purge a été réalisé par le code VBA et les requêtes SQL fait moins d'1 méga, donc un code tout à fait fonctionnel. L'objectif final de cette application consistait à délivrer une exportation universelle au format CSV, mais seulement des bons enregistrements pour lesquels la correspondance existait, ce qui est chose faite, et donc dans le prochain volet, nous pourrons l'exploiter en VBA Excel afin d'importer ces données de manière à pouvoir restituer l'affichage des images directement dans les cellules Excel attachées à chacun des enregistrements, afin ensuite de les manipuler par les formules Excel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.